Auditeurs éventuels, si vous le voulez bien, je vais vous parler aujourd'hui de peinture et vais vous raconter des histoires de peintres. Mais tout d'abord, je voudrais m'expliquer sur un point qui me paraît d'une importance extrême. Ces quelques émissions que je dois faire, je les ai intitulées « Des histoires et de l'histoire ». J'entends par là que nous avons le devoir de considérer comme personnages historiques tous les grands hommes dont la France peut s'enorgueillir. C'est sans doute une manière inaccoutumée, c'est peut-être une façon singulière de présenter les choses, mais c'est ainsi que je les vois. Je vénère la mémoire de Bayard, de Sully, de Colbert, de Vauban, de Turenne, mais ces grands hommes ne m'apparaissent pas plus historiques que Montaigne, que Ronsard, que Molière, que Cézanne et que Victor Hugo. Et même, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour déclarer que les essais de Montaigne sont plus solides encore que les ouvrages de Vauban, car le temps, ni le progrès, ni les éléments ne peuvent rien contre eux. Et je prétends que Tartuffe vaut bien telle victoire remportée jadis sur les Espagnols, car lui, Tartuffe, est du moins éternel et nulle revanche n'est à prendre à son sujet. En un mot, je continue à ne pas comprendre qu'on puisse intituler Histoire de France, un livre qui passe sous silence les noms de Rabelais, de Corneille, de Voltaire, de Fragonard et de Berlioz. Comment peut-on se flatter d'expliquer la France et ses misères et sa grandeur, alors qu'on donne plus d'importance à M. de Louvois qu'à l'immortel Pasteur? S'imaginer que l'on peut mettre d'un côté les faits qu'on appelle historiques et d'un autre côté les livres, cela m'étonne, me contrarie et me paraît être d'une injustice flagrante et pour ainsi dire voulue. On ne peut en aucune circonstance mettre les livres à l'écart. Peut-on feindre en effet d'ignorer l'influence considérable et constante des lettres sur les événements historiques? Dès lors, comment ne pas considérer comme événement historique la parution, je devrais dire l'apparition de Pantagruel ou la première représentation du Cid? Si la France éblouit le monde depuis des siècles et des siècles, elle doit à Napoléon une large part de son incomparable éclat, mais l'Europe coalisée contre lui a pu le vaincre un jour et l'enchaîner enfin, alors que le monde entier se serait en vain ligué contre Racine ou bien contre Jean-Jacques. Le génie est invulnérable quand il s'inscrit avec des chiffres, avec des mots. Et si l'on peut, hélas, brûler Jeanne d'Arc, du moins ne peut-on pas détruire Pascal et Lavoisier. Enfin, comment ne pas placer parmi les plus grandes dates de l'histoire de la France la découverte du radium et la première exposition des œuvres de Claude Monet? Et puisque j'ai cité le nom de Claude Monet, laissez-moi vous le raconter. Si je devais écrire sa vie, j'intitulerais mon livre « La vie exemplaire de Claude Monet ». Ce livre, en vérité, je le connais par cœur. Voilà plus de 20 ans que je le raconte à ceux que j'aime. C'est pourquoi je peux me dispenser de l'écrire. Quand on raconte un homme que l'on a bien connu, que l'on a bien aimé et qui vous l'a rendu, quand on peut admirer son œuvre sans réserve, on retrouve ses inflexions de voix alors qu'on le fait parler, on imite un peu ses gestes, on devient convaincant, on ne s'embarrasse pas de littérature, on parle comme écrivait Mirbeau, moins bien assurément, et on le raconte en désordre. Essayons. Monet se levait avec le soleil et se couchait en même temps que lui. Il ne fermait jamais les rideaux des fenêtres de sa chambre, afin de ne point perdre une minute de lumière. Il dévorait des yeux la nature, et il était visible que les mains dans les poches, il ne cessait de peindre. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains que j'ai jusqu'ici rencontrés, c'est que les autres vous donnent volontiers des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait constamment des exemples. Il m'enseigna qu'il fallait négliger l'opinion des hommes que l'on n'admire pas, et qu'on se devait à soi-même de poursuivre sa tâche en dépit de la haine. Il était sans rancune, mais c'était le plus méprisant des hommes à l'égard de la médiocrité. Son orgueil avait je ne sais quoi de somptueux qui le faisait aimer, respecter davantage encore par ses amis. D'ailleurs, il ne voyait, ne recevait, ne fréquentait que ses amis. Et quand on était son ami intime. Être reçu à la table de Monet, cela pouvait être considéré comme une sorte d'élection. On aime à parler de lui comme d'un paysan, j'en parlerai plutôt comme d'un grand seigneur rural. Plus les conceptions d'un artiste sont élevées, plus ses manières s'en ressentent. Et l'attitude de Monet, son port de tête, ses gestes, sa démarche, ses vêtements eux-mêmes, son linge, ses manchettes plissées, tout cela décelait un goût très raffiné et le sens de la grâce. Et quand il découpait à table la volaille, ses belles mains faisaient merveille. Son jardin était un des plus beaux jardins du monde, et c'était son seul luxe. Il en décidait la couleur quelques mois à l'avance, et pour rien au monde il n'eût offert une fleur de son jardin. Il considérait que c'était un crime que de couper une fleur vivante. Sa maison était sacrée et il en défendait la porte aux intrus. Je sais des gens qui sont venus de loin, de très loin pour le voir, et je sais qu'ils ne l'ont pas vu. Mais l'accueil qu'il réservait à ses amis était émouvant et véritablement, il leur ouvrait les bras. Jamais nous ne nous sommes retrouvés ou séparés sans nous embrasser.
Dans sa chambre, il y avait 2 admirables Cézanne, le nègre en pantalon bleu et le panier renversé de pommes, un Renoir, un Manet, un Sisley et 2 aquarelles de Boudin, si ma mémoire est fidèle. Dans son atelier, quelques toiles de lui, une photographie de Manet, et dans une petite vitrine, près d'un portrait de Pissarro, l'enveloppe étonnante, exquise d'une lettre qu'il avait reçue jadis de Mallarmé. La voici. Monsieur Monet, que l'hiver nie, l'été sa vision ne leurre, habite en peignant Giverny, si auprès de Vernon dans l'heure. C'est Monet qui, malgré lui, inventa le mot impressionnisme, en intitulant une de ses premières toiles « Impression ». Le mot fit fureur et mit en fureur la critique, et c'est par dérision que l'appellation fut lancée. M. Albert Wolff, critique au Figaro, écrivit en parlant de Monet, de Cézanne et de Renoir ceci. Ces soi-disant artistes prennent des toiles, des couleurs et des brosses, jettent au hasard quelques tons et signent le tout. C'est ainsi qu'à Villévrard, maison des fous, des esprits égarés ramassent des cailloux et se figurent avoir trouvé des diamants. Son œuvre est diverse, elle est immense, elle est exceptionnelle aussi. Elle a fait couler beaucoup d'encre, elle fut d'abord stupidement, grossièrement, ignoblement critiquée, puis Mirbeau, Clémenceau, 10 autres l'ont portée au nu, et la porter au nu, c'était la remettre à sa place. Il est seulement regrettable qu'un grand poète n'en ait point parlé dans la langue des dieux. La musique également pourrait exprimer ce qui s'en dégage d'immatériel. Peintre de la lumière, a-t-on dit, certes, et c'est pourtant mieux que cela. Pour ma modeste part, ce qui me comble d'aise en regardant son œuvre, c'est de voir tant de grâce alliée à tant de force. Je ne lui reconnais que des vertus. Je n'ignore pas que certaines de ses toiles sont des recherches, mais il m'apparaît que toutes les autres sont des trouvailles. Il n'est comparable qu'à Vermeer, peintre pour lequel il avait une prédilection. Mais plus subtil encore que le maître de Delft, il a peint l'air qui passe entre lui-même et le motif. Claude Monet n'avait pas ce qu'on appelle de la conversation. Aux questions les plus importantes qu'on lui posait en art, il répondait par oui ou par non. On avait donc à bien le questionner pour connaître son opinion. Ses grands yeux profonds étaient d'ailleurs pleins d'ironie, et cette ironie, semblable à celle de Jules Renard, était d'autant plus redoutable qu'elle ne s'exprimait jamais. C'était un homme qu'il fallait étudier lentement, Monet, et après 1 an ou 2 d'observation, en mettant bout à bout quelques lambeaux de phrases qui lui avaient échappé, vous parveniez à reconstituer son admirable caractère. Vous lui parliez, il vous écoutait, il ne discutait pas vos opinions, mais quand il ne les partageait pas, il vous riait tout simplement au nez, ce qui était extrêmement troublant. Mais si Monet n'avait pas de conversation, du moins racontait-il admirablement les choses qu'il avait vues, les mots qu'il avait entendus. Il le faisait au mépris de l'art des préparations, brièvement, presque brutalement, sans jamais viser à l'effet, et vous laissant en outre le soin de tirer vous-même la conclusion logique, morale des faits qu'il rapportait. J'ai noté tout ce qu'il me disait, et voici quelques-unes des notes que j'ai prises. Sachant qu'il n'aimait pas Bonnat, je lui ai demandé un jour ce qu'il en pensait. Il m'a répondu « Je déteste M. Bonnat, pas tant à cause de sa peinture, qu'à cause d'un geste abominable, horrible qu'il a eu. Quand il a fait visiter au président de la République les nouvelles salles du musée du Louvre, il a tourné le dos à l'Olympia de Manet en disant à Loubet « Passez, Monsieur le Président ». Lorsqu'en 1923, le ministre des Beaux-Arts enfin vint à Giverny demander à Claude Monet une toile de lui pour le musée du Louvre, Monet répondit « Oui, mais je veux la choisir moi-même ». Le ministre y consentit bien volontiers et Monet désigna le déjeuner sur l'herbe. « Mais mon cher maître, lui dit le ministre, puis-je vous demander pourquoi vous avez choisi celle-ci plutôt qu'une autre ?»« J'ai choisi celle-ci, monsieur le ministre, lui répondit Monet, parce qu'elle m'a été refusée au salon de 1887. » Nous sortions de table un jour et nous étions dans son atelier quand il me dit « Figurez-vous qu'une Américaine qui était venue l'autre jour ici pour m'acheter une toile m'a demandé de lui donner en plus un de mes pinceaux. Je me demande un peu l'intérêt que ça peut avoir. Vraiment, il y a des gens qui ont des idées idiotes. Vous ne trouvez pas ?» Non, je lui ai répondu, non, je ne trouve pas, et la preuve, c'est que je vais vous en demander un aussi. Vous voulez un de mes pinceaux? Oui, ça vous ennuie? Oh, pas du tout. Alors j'avançai la main vers une trentaine de pinceaux très usagés qui se trouvaient là. Alors il me dit, oh ben non, prenez-en au moins un neuf qui puisse vous servir à quelque chose. J'ai 100 lettres de lui qui sont plus belles les unes que les autres. Dans l'une d'elles, il me dit, je viens de passer une assez mauvaise période pour mon travail, mais cela va mieux et je reprends bon espoir. Il avait 81 ans. À 82 ans, Monet respirait encore la force et la santé. C'était un chêne. Il paraissait invulnérable. Comment, par où la mort allait-elle le prendre? Eh bien, elle le prit par la ruse, lâchement. Elle s'attaqua à l'organe le plus précieux de ce grand homme, à sa raison d'être, à sa raison de vivre, à ses yeux. Oui, le destin commit ce crime et troubla sa vue avant de lui fermer les yeux. Un jour que je venais le voir, Blanche Monet, sa belle-fille, le dévouement personnifié, m'a dit « Bah, vous arrivez bien, venez vite,
Il est dans un état épouvantable. Il était là, tout seul dans son grand atelier, devant sa palette, et il semblait terrassé par le malheur. Nous nous sommes embrassés, puis, me prenant les mains, il m'a dit avec une intonation de voix déchirante, « Mon pauvre ami, je ne vois plus le jaune. » Un après-midi, vers 5 heures, il cessa de voir. Alors il se coucha et désormais ne voulut plus se relever. Quelques jours plus tard, il était à l'agonie. Vaincu, il avait appelé la mort. Tenant sa promesse, Blanche-Monnet télégraphia à Clémenceau qui se trouvait en Vendée. Celui-ci ne perdit pas une seconde, sauta dans sa voiture, et pendant 500 kilomètres de Saint-Vincent-sur-Jard à Giverny, du fond de sa voiture, toute glace baissée, il ne cessa de crier à son chauffeur « Plus vite, plus vite, plus vite !» Ce merveilleux vieillard voulait arriver à temps pour embrasser celui qui s'en allait. Il arriva tout juste à temps, et Monnet mourut dans les bras de Clémenceau. Pendant 2 jours, Clémenceau dormit dans la chambre voisine de celle où reposait son vieil ami. Silencieux, émouvant, il assista à la mise en bière. Mais quand l'homme des pompes funèbres voulut recouvrir le cercueil du voile noir traditionnel, alors Clémenceau le lui prit des mains en disant non. Puis, ayant regardé tout autour de lui, il alla à la fenêtre, arracha un des rideaux de toile fleurie, et lui-même il en couvrit le cercueil du grand peintre en disant à mi-voix « Non, pas de noir pour Monnet, le noir ce n'est pas une couleur. » Et voici maintenant quelques mots de grand peintre. Monsieur Ingres disait à ses élèves « Il n'y a pas de dessin incorrect ou correct, il y a un dessin beau ou laid, voilà tout. » Raffaelli, dans la préface d'un catalogue de ses œuvres, commettait l'imprudence de critiquer Monsieur Ingres. Alors Degas le rencontre et lui dit « Mon cher Raffaelli, je pensais à vous ce matin et je me disais, ah, voilà un nom qui restera. » « Oh, fit modestement Raffaelli, soyez-en sûr, on dira toujours, vous savez bien, Raffaelli, l'homme qui n'a pas compris Ingres. » Voici un mot de Forain. Forain était à table avec des gens, et parmi les gens qui se trouvaient à table, il y avait une vieille coquette, qui ennuyait d'ailleurs tout le monde par ses propos, et elle disait « Oh, que Dieu m'épargne la vieillesse, mon Dieu, oh, d'ailleurs c'est bien simple, à ma première ride, et donnant à sa main la forme un peu d'un revolver, elle appuyait son index sur sa tempe. Alors Forain dit « Feu !» Voici le plus terrible mot qui ait été dit contre la critique. Eugène Delacroix exposait un tableau de lui. Un critique regardait le tableau. Delacroix passe. Et le critique lui dit « Oh, monsieur Delacroix, quel chef-d'œuvre !» Et Delacroix lui répond « Qu'est-ce que vous en savez ?» Ayant eu la joie de déjeuner un jour avec Auguste Rodin et Claude Monet, j'ai noté ce dialogue qui nous a tous émus. C'était au moment où l'on devait passer à table, et Rodin s'effaçait devant Claude Monet. « Passe? Mais non, toi. Non, 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 tu es le plus vieux. Mais qu'est-ce que tu en sais? Voyons, je suis de 40. Mais moi aussi. Moi, je suis de novembre. Mais moi aussi. Oui, mais attends. Moi, je suis du 13. Mais moi aussi. » Et ils sont passés à table, bras dessus, bras dessous. Au salon d'automne, un jour, une jeune femme s'extasiait devant 2 cariatides, sculptures bien médiocres mais gigantesques. Degas passa près d'elle alors qu'elle disait « Oh, qui sont beaux, qui sont grands, qui sont forts, mais comme ils doivent être lourds, comment fait-on pour les emporter ?» Et Degas lui a dit « On les dégonfle. »